Allez, enchaînons. Mai 1979, toujours dans Game Machine. On est vraiment en plein cœur d'une période super bouillonnante pour l'arcade, hein, avec ce raz-de-marée Space Invaders qui continue de tout emporter sur son passage. L'idée, c'est de voir un peu comment les grands noms, genre Sega, Nintendo, Taito, comment ils naviguaient là-dedans, quoi. Ah oui, une période charnière, tout à fait. On sentait une tension assez incroyable entre la nécessité de répondre à ce succès fou du moment et puis en même temps la recherche de la prochaine grande innovation. C'était une course effrénée, vraiment. Et Sega, ils n'ont pas attendu, hein. Ils ont fait une grosse démo en avril, le Sega ESCO TV Game Show. Le truc phare, c'était le Special Duel, une table cocktail assez maligne qui mettait ensemble deux de leurs jeux qui marchaient bien, Head-On et Space Attack. D'accord, malin, ouais. Mais il y avait aussi des nouveautés genre Upset Block, un casse-brique et Oddball. Et même les versions debout, les upright, en couleur pour Space Attack et Head-On. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils montraient aussi des jeux d'autres boîtes. Ça montrait bien leur nouvelle alliance avec ESCO. Ah ouais, ce partenariat Sega-Esco, c'était pas juste pour faire joli, c'était clairement stratégique pour muscler leur offre face à Invaders. Sega, ils voulaient pas laisser Taito tout seul sur le créneau du jeu vidéo sur écran, quoi. D'ailleurs, petite anecdote, assez révélatrice que j'ai notée dans les sources. On parle d'un petit souci de conformité réglementaire pour certains produits. Ah oui. Ouais, ça montre bien la vitesse à laquelle tout ça avançait, hein. Parfois, l'industrie allait plus vite que les normes, en fait. C'est fou. Et pendant que Sega faisait ça, Nintendo, il faisait quoi pour pas se laisser distancer? Nintendo, ils étaient présents aussi. On les voit notamment au Tokyo Kisaten Show. Ah oui, le salon pour les cafés, c'était clé ça à l'époque pour l'arcade. Exactement. Et surtout, leur jeu Space Fever, qui était vraiment pensé comme leur contre-attaque spatiale, eh bien, il était distribué par ESCO aussi. Et en parallèle, ils continuaient à pousser leurs jeux type bloc, les casse-briques, avec pas mal de pubs. D'accord, donc ils jouaient un peu sur les deux tableaux. C'est ça? C'est intéressant de voir Nintendo comme ça, ils lâchaient pas leurs jeux plus classiques, mais ils se lançaient franchement dans la bataille spatiale avec Space Fever. Ça montre une vraie capacité d'adaptation, tu vois. Même si on sentait peut-être une approche un peu moins frontale que Sega sur le pur jeu vidéo à ce moment-là. Ils diversifiaient. Et Taito, pendant ce temps, alors là, Ah, Taito, c'était une autre dimension. le magazine insiste vraiment sur la popularité mais incroyable de Space Invaders, à tel point que le poster du jeu était en rupture de stock. C'est vrai, c'est mentionné, oui. C'est quand même dingue, non? Le truc était si énorme qu'on voyait apparaître des Invaders Houses. Oui, des salles dédiées. Exactement. Des salles entières juste pour le jeu, notamment à Asakusa, à Tokyo. Et le jeu était au centre de toutes les discussions pro, genre à la réunion de la JOU, l'Union des opérateurs japonais. Taito était en état de grâce, clairement. Leur succès, il a littéralement redéfini le marché. C'était plus juste un jeu populaire, c'était un phénomène culturel, économique, qui forçait tous les autres à réagir, à innover, mais sous pression, juste pour essayer de grappiller une part du gâteau, quoi. Leur slogan de l'époque, un groupe d'idées visant constamment demain, là, il prenait tout son sens. Ils avaient défini le présent et forçaient les autres à imaginer l'après. C'est clair. Mais il n'y avait pas que les écrans qui bougeaient. L'industrie du loisir en général était en plein boom. Une autre tendance forte qu'on voit dans ce numéro, c'est les montagnes russes à looping. Ah oui, exact. Toyo, Gorakuki et Mizeti Kogyo en installaient partout, dans les grands parcs, Gotemba Family Land, Yomiuri Land, Toshimaen, Expoland. Ça montre une vraie montée en puissance des parcs d'attractions. Tout à fait. Et cette croissance fulgurante de tout le secteur amène aussi plus d'attention sur la sécurité, la réglementation. Le magazine parle de discussions pour réviser la loi sur le contrôle des appareils électriques, la fameuse Denki Yohin Torishi Mariho, pour mieux encadrer tout ça. C'était nécessaire. Logique, oui. Et puis, il y a cette annonce énorme, la signature du contrat pour le futur Tokyo Disneyland. Ah oui, quand même. Ça montre bien l'échelle que prenait l'industrie du divertissement au Japon à cette époque. C'est tout un écosystème qui grandissait à vue d'œil. Mai 1979. Quelle période. Franchement, une vraie explosion d'innovation, mais sous une pression concurrentielle dingue. Et puis cette diversification des loisirs, avec les parcs qui montaient en gamme. Ouais, le secteur tournait vraiment à plein régime. Complètement. Mais ça laisse un peu songeur, finalement. Avec Taito qui aspirait toute la lumière avec Space Invaders, et toute cette énergie mise sur les grosses attractions comme les montagnes russes ou le futur Disneyland, on peut se demander quelle idée de jeu ou de divertissement, peut-être plus discrète, plus expérimentale ou radicalement différente, a bien pu passer sous les radars ou être mise de côté pendant cette course un peu folle au succès immédiat. Qu'est-ce qu'on a raté à ce moment-là ?